Vous écoutez Voix de médecin avec le département des Côtes-d'Armor. Qualité de vie, pratiques coordonnées, pôle pluridisciplinaire, venez vivre, partager et exercer dans les Côtes-d'Armor. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Je peux plus dire que j'ai des montées d'adrénaline quand j'opère, mais c'est juste que je me fais plaisir en fait. En reconstruction faciale, il y a tout le côté microchirurgie aussi, qui est extrêmement fin, et j'adore cette partie-là. J'aime bien aller dans des zones anatomiques où il y a des structures un peu nobles à disséquer. J'adore ce temps opératoire-là. Lara Nokovic est chirurgien maxillofacial à l'hôpital Beaujon APHP à Clichy depuis 2020. Avec elle, nous avons parlé de microchirurgie, de compagnonnage et de dessin. Moi, j'ai pas su tout de suite que je voulais devenir médecin. J'ai eu une grosse hésitation entre médecine et école d'art. J'ai choisi médecine parce que j'avais envie de faire un métier qui avait du sens, d'aider les gens, et je me voyais pas du tout dans un bureau derrière un ordinateur toute la journée. Entre médecine et art, je vois des liens dans ma spécialité. J'ai eu un coup de cœur pour la tête et cou assez tôt au cours de mon cursus parce que en chirurgie maxillofaciale et en chirurgie reconstructrice de la face, il y a vraiment une vraie dimension esthétique. Il faut qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on va positionner nos cicatrices pour ne pas défigurer le patient. Par exemple, qu'on refasse une mandibule avec un bout d'os de la jambe, donc on va le couper de façon à ce que ça recrée la mandibule, ou pareil, quand on va recréer un bout de langue ou un nez, il va falloir qu'on dessine notre lambeau de façon à ce que ça recrée la partie manquante, et donc je m'y retrouve vraiment là-dedans. Salut, ça va? Ouais, c'est galère. Panique absolue qu'elle a fait à l'arrivée dans le bloc opératoire. Donc on a pas mal discuté, 15-20 minutes, on a évacué pas mal, elle a très peur d'étouffer après. Oui, j'ai expliqué que la trachéotomie, c'était plutôt l'inverse, elle a sécurisé, elle se posait des questions sur plein de choses, donc on a pris le temps de discuter, et après elle a eu un fou rire, on est passé sur elle. Déjà hier soir quand je suis passée la voir, elle était hyper angoissée pour le fait de pas respirer. La crise de larmes, on lui dit la trac, qu'elle pourrait communiquer, que voilà. Elle m'a posé les mêmes questions hier soir. Je pense qu'elle est très angoissée. Un peu libre. Ouais, voilà. Bon. À toutes. Initialement, je me suis pas forcément orientée tout de suite vers la chirurgie maxillofaciale. Quand j'étais externe, je suis passée dans le service d'ORL du professeur Béatrix Barry à Bichat, qui est un gros service de cancérologie. Et, à l'époque, il y avait Sébastien Albert là-bas qui faisait la partie sur la reconstruction faciale. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ce champ d'activité-là. Et puis, j'ai décidé de partir à Amiens en chirurgie maxillofaciale. Et je regrette pas du tout ce choix de spécialité. Ce qui me plaît dans cette spécialité, c'est que c'est très vaste. Il y a certaines spécialités, comme par exemple la chirurgie cardiaque ou la chirurgie thoracique, où je trouve que les mêmes interventions se répètent assez souvent. En maxillo, c'est très très varié. Après, on est obligé de s'hyper spécialiser dans un domaine parce que c'est tellement varié qu'on peut pas tout faire. Il y a la traumatologie de la face, il y a la cancérologie de la face, la chirurgie cutanée de la face, il y a la chirurgie orthognatique. C'est les gens qui sont un peu prognates ou rétrognates, où on va venir tout recasser pour réharmoniser le visage. La chirurgie pédiatrique avec les becs de lièvre, les fentes labiaux-alvéolo-palatines et les malformations crânio-faciales, où là aussi c'est passionnant. Donc c'est cette variété vraiment qui m'a fait aimer cette spécialité, parce qu'on s'ennuie pas. Ok, Yo. J'affiche le scanner, découpe du scanner de la patiente pour nous aider dans l'exérèse de la tumeur. Donc ici on visualise la tumeur qui est localisée au niveau de la base de l'angle de la patiente. T'as vu sur le scan, ça descend bas sur le génioglosse. Je pense que là on voit pas très bien, mais en gros je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au génio-hyoïdien parce que faire une émie, enfin une 2/3 de languectomie. Ouais, non, le gros de la tumeur il est vraiment sous muqueux. Il faut vraiment qu'on se base sur le scanner pour être en marge saine. Ouais. Faire de la cancérologie et de la chirurgie reconstructrice de la face, plus j'ai avancé dans mon cursus, et puis plus je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. J'ai fait
fait au cours de mon cursus 6 mois à Gustave-Roussy, 6 mois au Centre Lambérard où j'étais assistante derrière, pour finir ma formation vraiment dans ce domaine-là. Et enfin, la relation médecin-malade en cancérologie est hyper chouette. Il y a une vraie relation de confiance qu'on noue avec les patients, c'est très très riche. Typiquement, je me verrais pas du tout faire de l'esthétique pure avec une patiente qui vient pour une rhinoplastie esthétique en disant ah bah regardez, déjà elle a un PowerPoint avec des photos de différentes stars en disant bah voilà, je veux la pointe de Britney Spears, le dorsum de Mariah Carey. De toute façon, elles connaissent tout le vocabulaire de la rhinoplastie parce qu'elles sont sur tous les réseaux sociaux et tous les blogs. Et en fait, je préfère nettement les rapports que je peux avoir avec les patients de cancérologie où vraiment on développe cette relation de confiance et il y a le suivi derrière et on se sent utile aussi. Enfin bon, c'est vrai qu'on peut pas tous les sauver, donc quand il récidive, c'est pas facile d'annoncer à quelqu'un qui récidive ou que on est à un stade où on peut plus lui proposer de traitement curatif. Mais je trouve ça très enrichissant et moi c'est vrai que je m'y retrouve complètement. C'est une patiente qui a une pathologie qui l'expose à développer des cancers de la cavité buccale, chez qui là, du coup, on a découvert un carcinome épidermoïde de la base de langue droite, pour laquelle on nous l'a adressée. Donc c'est une tumeur qui est assez volumineuse, donc on a besoin, pour qu'elle puisse remanger, reparler de façon correcte, de reconstruire. Pour ça, on amène un bout de peau de la cuisse, dans ce cas-là, pour reconstruire la base de langue. Un bout de peau de la cuisse qu'on prend avec ces vaisseaux, on va resuturer, rebrancher au niveau du cou pour que le bout de peau de la cuisse vive. C'est pas juste une greffe, c'est ce qu'on appelle un lambeau libre. On peut pas faire ce genre de chirurgie dans le privé, c'est pas rentable. Une intervention qui va durer 10 heures chez un patient souvent précaire parce que on peut avoir des jeunes de 20 ans avec un cancer de la langue, c'est malheureusement de plus en plus fréquent. Mais le gros de notre population, c'est quand même des alcoolo-tabagiques qui ont la soixantaine et qui sont assez souvent précaires socialement, donc c'est pas du tout rentable pour les cliniques de les prendre en charge et donc c'est pas le genre d'intervention qu'on peut faire dans le privé. Et vu que j'ai envie de continuer cette activité, du coup je reste dans le public. On aime bien travailler en musique, surtout sur les interventions qui durent un peu. Bon, au bout d'un moment la playlist se répète un peu, mais c'est pas grave. Ma première intervention chirurgicale, c'était mon premier stage d'externe en 2e année. J'étais passée en chirurgie viscérale à une patiente qui avait un infarctus mésentérique qui avait nécrosé absolument tout son intestin. Et il n'y avait pas d'aide, donc ils avaient besoin de moi pour les aider, pour que j'écarte. Et puis je me souviens qu'il y avait un chirurgien grec qui n'arrêtait pas de me demander si ça allait, et qui me disait « tu es très brave ». Donc voilà, en fait, je trouve qu'on n'a pas le même rapport au corps quand on est au bloc opératoire avec les champs opératoires de MI que quand on est en consultation ou dans le service avec un patient. Donc là, en fait, on voit juste une partie du corps. Ça déshumanise un petit peu le patient et je pense que ça fait aussi que c'est plus facile pour nous de travailler. Et donc c'est vrai que là, c'était plus pour moi une espèce de fascination où je me disais waouh, c'est incroyable, je vois dans le ventre de quelqu'un, c'est fou. Enfin, donc c'était plus une espèce de fascination pour ce que je voyais. Bistouri, ok. On est branché. J'ai la pédale. Vas-y, ramène-moi la pédale de la bip. Merci Hicham. Ok, c'est parti. Incision du lambeau. Quand j'étais toujours étudiante en médecine, donc j'étais passée dans le service hématologie adolescents jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis. Je garde un très mauvais souvenir de ce stage parce que c'était des enfants jeunes ou des gens qui avaient mon âge qui étaient atteints d'une pathologie hématologique et je m'identifiais beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à prendre du recul pendant ce stage-là. Et puis il y avait un garçon qui avait 16 ans qui avait une leucémie et c'est vrai que parfois quand on met en place une chimio pour les leucémies, ils ont de la fièvre et on trouve pas forcément de germes. Donc on avait fait tous les prélèvements bactériologiques, virologiques nécessaires qui étaient tous revenus négatifs et donc j'ai le souvenir d'un soir où ce garçon me dit je vais mourir et donc moi je lui avais dit mais non, c'est normal, c'est des choses qui arrivent avec la maladie et la chimio, on n'a rien trouvé, ça va aller mieux. Et puis le lendemain matin je suis arrivée dans le service et on m'a dit qu'il était mort dans la nuit d'un choc septique et donc j'ai très mal vécu. On est assez seul dans des situations comme ça.
J'y repensais, je m'en suis voulu de lui avoir dit que c'était pas grave, que ça allait aller. J'ai eu de la peine. Hein, je me souviens encore aujourd'hui de son prénom et de son nom de famille. Hein, donc ça m'a quand même marqué. Hein. L'oncologie médicale, c'est assez particulier parce que y a des morts toutes les semaines et ils ont un rapport aux patients qui est pas du tout le même que celui qu'on peut avoir quand on est chirurgien cancérologique entre guillemets ou quand on est chirurgien cancérologique. On récupère les gens qu'on peut guérir entre guillemets. Eux, ils ont souvent les patients en fin de course et qui décèdent. En cancérologie, les patients quand ils vont mourir, ils sont plus en chirurgie, ils sont en oncologie médicale. Moi, je les vois en consultation et donc je leur dis que on n'est plus dans une optique curative, qu'on va essayer de stabiliser la maladie et de soulager les symptômes et que du coup, on va essayer un traitement par immunothérapie ou chimiothérapie, mais que c'est pas moi qui vais les prendre en charge. C'est vrai que c'est pas pareil. Après, quand j'étais en centre anticancéreux, j'étais plus souvent confrontée à la mort parce que du coup, le service d'oncologie médicale, il est juste à côté et on est souvent appelé pour des avis pour des patients qui étouffent sur leurs tumeurs qui sont en bout de course. Hein. Donc là, on est dans un cas où souvent, on va pas aller réanimer les gens ou faire des choses trop invasives pour des gens qui ont un pronostic catastrophique qui vont mourir. Et donc c'est vrai que on se retrouve à expliquer à la famille et aux patients que ça vaut peut-être pas le coup qu'on fasse qu'un geste invasif et que là l'idée c'est peut-être qu'on les soulage et qu'on les aide à partir tranquillement quoi. Récemment, j'ai eu coup sur coup 2 patientes enceintes avec un cancer que j'ai dû prendre en charge. Il y en avait une qui était avancée dans sa grossesse, donc on a pu la faire accoucher de façon prématurée pour pouvoir la soigner. Et l'autre, elle était vraiment en tout début de grossesse et c'était un bébé qu'elle voulait vraiment garder. Et donc c'est vrai qu'au début, j'étais très très pessimiste parce que c'était une très grosse intervention. Derrière, elle devait avoir de la radiothérapie. Son pronostic était pas forcément très bon. Je pensais pas forcément, vu la taille de la lésion, être capable de retirer tout. C'était dans la mâchoire, la mandibule. Dans ces cas-là, on sait que on n'est pas dans une situation optimale même pour elle derrière, quoi. On a discuté de son dossier beaucoup avec les gynécologues ici. On a fait pas mal de bibliographie pour faire le point sur chirurgie, grossesse, radiothérapie, tété-cou et grossesse. Il y a eu plein de choses comme ça. Et puis on s'est dit on se lance, on essaye de faire une grosse chirurgie dans l'optique de garder cet enfant-là en expliquant à la patiente que il fallait qu'il survive à la chirurgie, à la radiothérapie et que derrière, on n'était pas sûr de tout retirer, que le pronostic était cata. La chirurgie s'est bien passée. J'ai réussi finalement à retirer toute la lésion, donc ça c'était un vrai soulagement. Elle a ensuite fait sa radiothérapie. Les radiothérapeutes ont vraiment pris toutes les précautions pour que la dose d'irradiation au bébé soit la moins importante possible et reste dans les seuils recommandés. Et donc là, elle va accoucher normalement prochainement et elle va très bien. Et donc ça c'était vraiment une petite victoire, quoi. Quand on est au début de notre formation, malheureusement, on fait pas toujours tout bien. Il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est importante. Quand j'étais assistante à Lyon, justement, il y avait eu une chirurgie où c'était une reconstruction de mandibule avec un os de la jambe, donc la fibula. Et je me souviens que j'avais coupé l'os, mais pas dans le bon sens. Donc du coup, j'étais devenue livide. J'avais donc appelé la senior qui me formait à l'époque à faire de la reconstruction en me disant je suis désolée, je fais une très grosse bêtise. Comment est-ce qu'on fait? Donc du coup, elle avait rattrapé le coup comme elle a pu, mais c'est vrai que je m'étais sentie très 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 mal à ce moment-là.
C'était une ORL qui m'a beaucoup aidée quand j'étais à Lyon, du coup, en chirurgie reconstructive, parce que c'était un service mixte ORL maxillofaciaux. Et c'était elle qui faisait la reconstruction. Et c'est vrai qu'elle est complètement obsessionnelle, mais au final, je la remercie de m'avoir transmis ça, parce que du coup, j'ai tendance à vérifier toujours 10 fois que je suis bien au bon endroit, que j'ai pas coupé le mauvais vaisseau, que j'ai bien tout préparé correctement. Et donc, ça m'évite justement de faire des erreurs. En fait, je pense qu'il faut être obsessionnel quand on est chirurgien. C'est assez bas. Ouais, mais là, on voit bien le plan, tu vois. C'est juste que derrière, ça va me donner de la laxité, tu vois, pour disséquer correctement mes vaisseaux. Ouais, si je peux tendre en face, c'est mieux. Je peux prendre un petit fer à bœuf en face, à la limite. Ok, alors attends, je pense que je fais comme ça. Là, il faut quelqu'un qui tende en face, et puis je pense un fer à bœuf en face, ça sera pas mal. Et là, pour l'instant, je suis... Ouais, par contre, bougez pas. Ne bougez pas trop. Soulève. Hop là, voilà. La chirurgie, je pense qu'on peut la rapprocher de l'artisanat. Hein. Enfin, c'est un métier manuel. Il faut avoir une motricité fine assez développée. Puis en reconstruction faciale, il y a tout le côté de microchirurgie aussi, hein, qui est extrêmement fin et que moi, j'adore cette partie-là, ce temps opératoire-là. J'aime bien aller dans des zones anatomiques où il y a des structures un peu nobles à disséquer. Par exemple, la chirurgie de la parotide, c'est une glande salivaire qui est juste devant l'oreille, et puis où il y a le nerf facial qui traverse la glande et il faut aller rechercher le tronc du nerf et puis disséquer chaque petite branche de façon très minutieuse pour minimiser au maximum le risque de paralysie faciale. C'est une intervention que j'aime beaucoup. Maintenant, je peux plus dire que j'ai des montées d'adrénaline quand j'opère, mais c'est juste que je me fais plaisir en fait. Tiens, vous allez changer vos mains, tu vas prendre le para et Adèle va prendre le Sam Miller. On va te reprendre des compresses. Super. J'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter la médecine à différents moments de mon cursus. Je trouve que ça reste un milieu qui est difficile. Les conditions de travail à l'hôpital sont pas forcément idéales. Et il y a souvent des grosses remises en question où on se demande qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse tous ces sacrifices, notamment au niveau vie personnelle, pour ça? Quelle est la contrepartie? Qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? C'est pas facile de garder un équilibre vie pro, vie personnelle quand on est médecin, surtout quand on est deux médecins, parce que mon conjoint est aussi gynécologue, il fait de la cancérologie gynécologique. On s'est rencontrés quand on travaillait au centre Léon Bérard tous les deux. Le cancer crée des liens. Et avant d'avoir un enfant, on s'organisait des week-ends à droite à gauche. Enfin voilà, même si les semaines étaient assez longues et même si on était assez pris. Mais c'est vrai que depuis qu'on a eu un bébé, c'est plus compliqué en termes d'organisation. On sait quand on commence, on sait pas quand ça finit. Donc l'avantage c'est que ma fille elle est à la crèche à l'hôpital, donc il y a quand même plus de compréhension quand on se retrouve dans une situation comme ça. Et les horaires sont plus larges. Heureusement que j'ai ma mère qui m'aide beaucoup parce que sinon, quand on est tous les deux pris et que on sait pas à quelle heure on va finir ou que l'un des deux devait aller chercher la petite et a un imprévu, voilà. Heureusement que j'ai ma mère. C'est pas non plus évident de trouver un endroit où on se sent bien, je trouve, à l'hôpital. Mais c'est vrai que j'ai cette chance-là aujourd'hui d'être dans un endroit où je suis avec une équipe qui est sympa, un chef de service qui est très compréhensif et puis qui me laisse beaucoup de latitude pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est une vraie chance. Il y a beaucoup de gros caractères en médecine, des ambiances pas forcément faciles. Enfin, trouver une équipe dans laquelle on se sent bien, c'est difficile. Vas-y. Toin. Vas-y, je t'écoute. Un tanard? Un tanard? Alors là, j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris. C'est un canard malade. Ah oui, d'accord. Et Kevin, t'avais trouvé? Oh là là, mais je suis plus intelligente que la moyenne. Putain, elle s'envoie des fleurs, Adèle, là, c'est magique quand même. C'est génial. J'ai un QI supérieur. Je suis particulièrement intelligente. Ouais, c'est ça, c'est génial, Adèle.
Ce qui m'a fait me dire que j'avais peut-être pas envie d'arrêter, c'est en fait à chaque fois que je me retrouve au bloc sur une intervention un peu complexe où j'ai vraiment l'impression d'aider la personne plus que de changer la donne, parce que ce que je fais, je suis pas la seule à le faire, je suis pas révolutionner la médecine, mais c'est plus l'impression d'aider quelqu'un. C'est vraiment l'un des moteurs dans notre profession, c'est ce sentiment d'aider quelqu'un. Je trouve que c'est gratifiant. Et si elle a des collatérales qui remontent un peu en superficie, tu les crames, tu les crames ou tu les clips. Là, je vais la disséquer jusqu'au fascia, tu vois, il faut que tu te la laisses, faut que tu te mettes le plus loin possible d'elle, clairement. Voilà. Ouais, elle est très jolie. Bien, là, Le souci, c'est que tu vois, quand tu la dissèques dans le gras, c'est pas le même calibre. Et donc, quand tu arrives sur le fascia et que tu soulèves, c'est super, mais dans le gras, c'est tout de suite plus compliqué parce que du coup, tu peux la clipper. Voilà. On va voir s'il y en a une autre, mais celle-là, elle me plaît bien. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer une chirurgienne extraordinaire en début de cursus quand j'étais étudiante en médecine, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Actuellement, c'est la marraine de ma fille. Elle m'a toujours accompagnée, toujours soutenue, dans les gros moments de doute aussi. Je lui dois beaucoup aujourd'hui et je pense que si j'opère comme je le fais aujourd'hui et si je suis capable de faire les interventions que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à elle. Être bien accompagnée, avoir la chance d'être accompagnée quand on fait de la chirurgie, ça change beaucoup de choses. Je suis partie aussi sur une carrière universitaire à l'hôpital parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout le côté enseignement que j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette d'avoir des internes et des jeunes qu'on peut accompagner comme moi j'ai pu l'être, et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est dans le privé où on est beaucoup plus isolé. Pour l'instant, en tout cas, ma carrière, je la vois à l'hôpital. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!